Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Ce week-end, le Burkina Faso et la France ont officiellement mis fin à l'accord militaire qui autorisait les troupes françaises à combattre les groupes islamistes dans la région du Sahel. Le retrait des forces françaises intervient après une détérioration des relations entre les deux pays et des manifestations anti-françaises dans la ville de Ouagadougou. Les forces armées burkinabées ont annoncé officiellement dimanche 19 février la fin des opérations militaires françaises dans leur pays d'Afrique de l'Ouest. La cérémonie de descente du drapeau s'est tenue la veille au camp des forces spéciales françaises. Cette décision intervient après que le Burkina Faso ait demandé à la France de retirer ses troupes dans le cadre d'un accord militaire qui autorisait les troupes françaises à combattre les insurgés sur son territoire. Le Burkina Faso souhaite désormais se défendre lui-même. Le départ des 400 forces spéciales françaises marque un tournant dans la lutte contre les groupes islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui se sont emparés de vastes étendues de terre et ont déplacé des millions de personnes dans la région du Sahel, au sud du Sahara. Le ministère français des Forces armées n'a pas commenté cette décision. Le départ des troupes françaises fait suite à une détérioration des relations entre les deux pays, marquée par la demande du Burkina Faso de rappeler son ambassadeur en France. L'année dernière, les protestations contre la présence militaire française se sont multipliées, en partie à cause de l'impression que la France n'avait pas fait assez pour endiguer l'insurrection. La semaine dernière, un petit groupe de manifestants anti-français s'est réuni chaque soir dans la capitale de Ouagadougou pour surveiller les signes du retrait français. Nous ne voulons pas qu'il reste une minute de plus ici. Ils doivent quitter notre Burkina Faso. Nous ne voulons pas qu'ils soient sur notre territoire, parce que lorsqu'ils sont ici et que notre peuple meurt, ils ne font rien. S'ils restent au-delà de la date de sortie, les autorités doivent s'attendre à nous voir dans leur base, car nous irons là-bas. Certains membres du groupe tenaient également des drapeaux russes, signe des courants politiques complexes qui agitent la région. Le Burkina Faso et le Mali voisin sont tous deux dirigés par des juntes militaires qui ont pris le pouvoir par la force au cours des 2 dernières années, promettant d'améliorer la sécurité et de se tourner vers leurs alliés traditionnels pour obtenir un soutien. La France a retiré ses forces du Mali l'année dernière, après que la junte a commencé à travailler avec des entrepreneurs militaires russes. Le Ghana a également accusé le Burkina Faso d'engager des mercenaires du groupe russe Wagner, ce que le président intérimaire du Burkina a nié. Le président Emmanuel Macron a qualifié de prédatrice l'influence de la Russie dans les pays africains en difficulté, alors que la France a vu sa propre influence diminuer dans ses anciennes colonies. Et le président russe suspend un traité de contrôle des armes nucléaires avec les États-Unis. Hier, Vladimir Poutine s'est adressé à la nation au sujet de la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine déclare que son pays va mettre en pause le traité New START avec les États-Unis. Cet accord fixe des limites aux arsenaux nucléaires des deux pays. Je suis obligé d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives. Je le répète, la Russie n'abandonne pas le traité, mais suspend sa participation à celui-ci. Le traité New START a été signé en 2010 par le président Obama et le président russe Medvedev. Il est entré en vigueur l'année suivante. Le traité limite le nombre d'ogives nucléaires stratégiques que les deux pays peuvent déployer. Les États-Unis et la Russie détiennent environ 90% des ogives nucléaires existantes dans le monde. Cette quantité est suffisante pour détruire plusieurs fois la Terre. Les remarques de Poutine faisaient partie d'un important discours devant le Parlement à Moscou. Le discours a été prononcé 1 an après qu'il ait ordonné l'invasion de l'Ukraine. Planqué de 4 drapeaux tricolores russes, Poutine a déclaré aux élites russes que la guerre leur avait été imposée. Il a accusé l'alliance de l'OTAN dirigée par les États-Unis d'attiser les flammes du conflit. La responsabilité de la fomentation du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre croissant de victimes incombe entièrement aux élites occidentales et bien sûr le régime actuel de Kiev. Il a une nouvelle fois justifié la guerre comme une réponse légitime à ce qu'il a appelé les menaces de l'Occident ainsi que de l'Ukraine. Nous protégeons la vie des gens, notre patrie, et l'objectif de l'Occident est le pouvoir illimité. Tout au long de son discours de près de 2 heures, Poutine a promis de faire avancer les batailles en Ukraine, affirmant qu'il est impossible de vaincre la Russie. Il a également abordé des questions telles que l'annexion par Moscou de 4 régions d'Ukraine et l'impact des sanctions occidentales sur l'économie russe. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes depuis le début du conflit en Europe de l'Est. Moscou a subi 3 revers majeurs sur le champ de bataille, mais contrôle toujours environ 1/5 de l'Ukraine.
Et les réactions à cette suspension du traité sur les armes nucléaires par Poutine ne se sont pas fait attendre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a qualifié la décision du président russe d'irresponsable. Et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté Moscou à reconsidérer sa décision. L'annonce par la Russie de la suspension de sa participation à New Start est profondément malheureuse et irresponsable. Nous allons surveiller attentivement ce que la Russie va faire. Nous allons bien sûr nous assurer que, dans tous les cas, nous sommes prêts à assurer la sécurité de notre pays et de nos alliés. Plus d'armes nucléaires et moins de maîtrise des armements rendent le monde plus dangereux. Et c'est la raison pour laquelle, à l'OTAN, nous avons travaillé si dur pour engager la Russie sur les questions liées à la maîtrise des armements et pourquoi les alliés de l'OTAN ont soutenu le New Start et aussi pourquoi j'appelle aujourd'hui la Russie à reconsidérer sa décision de suspendre sa participation à l'accord New Start. Blinken affirme que Washington reste prêt à discuter de la limitation des armes stratégiques avec Moscou à tout moment. Il affirme que la Maison-Blanche suivra cette question de près, commentant l'accusation de Poutine selon laquelle l'Occident tente de détruire la Russie. Stoltenberg a décrit Moscou comme l'agresseur en Ukraine. Et dans ce contexte de tension entre l'Est et l'Ouest, des navires chinois et russes étaient à quai à Richards Bay lundi. L'Afrique du Sud accueille les deux pays pour des exercices navals conjoints. La guerre en Ukraine et la position agressive de la Chine à l'égard de Taïwan ont eu des conséquences. Les puissances mondiales se disputent l'influence en Afrique, alors que les tensions mondiales s'aggravent. L'Afrique du Sud qualifie les exercices de routine, mais 6 diplomates basés en Afrique du Sud, tous originaires de pays de l'OTAN ou de l'Union européenne, ont condamné ces exercices. L'année dernière, l'Afrique du Sud s'est abstenue de voter sur une résolution de l'ONU condamnant la Russie. Elle soutient maintenir une position neutre sur l'Ukraine. Et voyons maintenant ce qui se passe en Chine. Des milliers de fabricants de puces électroniques ont fermé boutique. Ceci est en partie dû aux sanctions américaines. Et à Shanghai, les habitants descendent dans la rue pour protester contre les changements dans l'assurance maladie. Un reportage signé Tiffany Meyer de NTD. Les entreprises chinoises de fabrication de puces électroniques ferment leurs portes en grand nombre. Selon les médias chinois, environ 6 000 entreprises de puces électroniques se sont retirées du marché en 2022. Cela représente une augmentation de près de 70% par rapport à l'année précédente. Au cours du dernier trimestre de 2022, en moyenne 15 entreprises de ce type ont fermé leurs portes chaque jour. Quant à savoir pourquoi, un site web chinois qui traite de l'industrie des puces a résumé la situation. Tout d'abord, certaines entreprises sont entrées sur le marché pour profiter de ce qui est devenu une tendance majeure de l'industrie. Mais beaucoup d'entre elles se sont ensuite retirées après avoir constaté qu'il y avait peu de profits à réaliser. Deuxièmement, les sanctions américaines ont accentué la pression sur l'industrie. Et troisièmement, l'ensemble de l'industrie des puces est en récession. Selon un macroéconomiste taïwanais, la répartition du travail entre les différents pays fait qu'il est difficile pour la Chine de rester un acteur de premier plan sur le marché. L'ensemble du processus de production est divisé en plusieurs sections. Par exemple, la technologie optique provient d'ASML aux Pays-Bas. Les matériaux chimiques spéciaux viennent du Japon, la mémoire des semi-conducteurs vient de Corée du Sud, la fabrication, l'emballage et les tests sont finalement réalisés à Taïwan et les logiciels de conception de puces sont réalisés aux États-Unis. Selon Wu, la Chine n'a aucune chance de réussir dans l'industrie des puces sans travailler avec les États-Unis. Dans cette situation de concurrence, la Chine doit coopérer avec les États-Unis et améliorer les relations sino-américaines avant de pouvoir développer l'industrie des semi-conducteurs. Cependant, Xi Jinping se bat maintenant contre les États-Unis et veut rivaliser pour le pouvoir mondial. Bien entendu, les États-Unis bloquent les entreprises chinoises dans le secteur des semi-conducteurs. L'administration Biden a ajouté le plus grand fabricant de puces de Chine, YMTC, à une liste noire commerciale en janvier. Aujourd'hui, près de 2 mois plus tard, l'entreprise a décidé de licencier 10% de ses effectifs. À l'instar de Wuhan et d'autres villes chinoises, les habitants de Shanghai descendent dans la rue. Ils protestent contre les changements apportés à leur politique locale d'assurance médicale. S'inspirant de la récente révolution des pages blanches en Chine, le dernier mouvement a été baptisé « Révolution des cheveux blancs » car la plupart des manifestants sont des retraités. Des clips vidéo circulant en ligne montrent des centaines de résidents de Shanghai chantant dans les rues. La chanson s'appelle « L'Internationale », traduite du chinois. Elle comporte des paroles comme « Levez-vous, esclaves souffrant de la faim et du froid ».
Levez-vous, souffrants du monde entier. Mon sang est déjà en ébullition, je veux me battre pour la vérité. On a également entendu certains manifestants crier « Rendez-moi l'argent dont j'ai besoin pour survivre ». Les retraités de plusieurs villes chinoises voient leurs prestations médicales réduites. Dans certains cas, les habitants déclarent ne plus pouvoir se payer les médicaments dont ils ont besoin. La semaine dernière, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Wuhan et de la ville de Dalian, dans le nord de la Chine, pour s'opposer à la réduction des prestations. Et sur un tout autre sujet, la société Meta a annoncé le lancement d'un service d'abonnement pour Instagram et Facebook avec un prix de départ d'environ 11 €. Ce service vise à offrir une protection supplémentaire contre les usurpateurs d'identité et comprendra un service de vérification à l'instar de Twitter. Meta lance un service d'abonnement mensuel appelé Meta Verified qui permettra aux utilisateurs de vérifier leur compte à l'aide d'une pièce d'identité officielle et d'obtenir un badge bleu. Le pack d'abonnement pour Instagram et Facebook annoncé dimanche et encore en test comprend une protection supplémentaire contre l'usurpation d'identité. Il sera proposé à partir de 11,99 $ par mois sur le web ou de 14,99 $ par mois sur Android et iOS. Meta Verified sera déployé en Australie et en Nouvelle-Zélande cette semaine avec des lancements progressifs partout ailleurs par la suite. Ce lancement fait suite à une initiative similaire de Twitter qui a annoncé Twitter bleu au prix de 11 $ par mois. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que Meta prévoyait des produits qui, je cite, permettraient aux auteurs d'être beaucoup plus productifs et créatifs. Mais il a également mis en garde contre le coût de la maintenance de la technologie au profit de nombreux utilisateurs. D'autres applications de médias sociaux comme Snapchat et Telegram ont lancé l'année dernière des services d'abonnement payants comme une nouvelle source de revenus. On n'arrête pas le progrès. Imaginez-vous maintenant dans un restaurant avec un robot à la place d'un chef. Eh bien, cette idée s'est concrétisée dans un restaurant croate qui affirme que ces robots cuisiniers peuvent produire environ 70 plats différents à partir de recettes préprogrammées. Gnocchi à l'agneau, risotto noir, pâte de courgettes. Vous pouvez commander n'importe lequel de ces plats dans un restaurant unique en Croatie qui emploie une série de chefs robotisés. Ces aides mécaniques sont capables de concocter environ 70 plats différents qui ont tous un point commun. Ils sont tous préparés dans une marmite. Le défi était de réaliser un plat à partir d'aliments crus en aussi peu de minutes que possible, en le rendant aussi savoureux que possible. Les propriétaires affirment qu'ils pensent que le bistrot de Zagreb est le seul restaurant au monde où les repas sont préparés par des robots cuiseurs sans aucune intervention humaine, à part le chargement des appareils avec des ingrédients frais. Le processus lui-même a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent a été investi. Nous parlons de plus d'1 million d'euros. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme. Le robot cuisinier se voit enseigner numériquement la façon de cuisiner un repas par le chef cuisinier du restaurant et peut ensuite s'en souvenir et le répéter à l'infini. Selon Bouya, les 5 robots cuiseurs peuvent chacun produire 4 repas en 15 minutes, soit près de 100 repas en 1 heure. Ce client affirme que les robots ne le dérangent pas. Je suis venu pour la première fois. J'ai amené mon ami ici pour son anniversaire. La nourriture ne fait aucune différence, qu'elle soit faite par un humain ou un robot. La nourriture est excellente. Je n'ai rien laissé dans l'assiette. Il aura fallu 7 ans aux partenaires de Bouya pour transformer leur idée en réalité et ouvrir le restaurant l'année dernière. Et c'est la fin du carnaval aujourd'hui dans les pays et régions catholiques qui le célèbrent avec le mercredi des cendres. En Guadeloupe, on a brûlé Vaval, le roi du carnaval, qui incarne tous les événements douloureux de l'année passée. Dimanche 29 février, dernier dimanche avant la période du carême, de gigantesques parades ont envahi la ville de Pointe-à-Pitre à l'occasion du carnaval de Guadeloupe, événement de grande importance dans l'archipel et véritable attraction touristique. Les 50 groupes qui ont pris part au cortège ont été évalués dans le cadre d'un concours qui tenait compte des déguisements, des chorégraphies et des musiques. Le maire de la ville des Abîmes, M. Éric Jalton, président de Cap Excellence, qui regroupe les villes des Abîmes, de Pointe-à-Pitre et de Baie-Mahault, s'est dit très satisfait de la nouvelle édition du carnaval, que la population attendait avec grande impatience en raison des restrictions en vigueur les années précédentes. Une évolution plutôt positive, les gens étaient en attente, c'est pas une renaissance, c'est une résurrection. Les gens depuis 2 ans sont en attente de carnaval, ils ont imaginé, ils ont conçu, ils étaient en attente pour faire valoir leur savoir-faire, leurs prestations,
leur enthousiasme, leur détermination et leur expérience. Et ceci éclate au grand jour et de nuit aussi. Dans ce carnaval ici, dimanche gras après Pointe-à-Pitre, je félicite vraiment tous les protagonistes de ce carnaval, les organisateurs, les bienfaiteurs, les pouvoirs publics, les privés, partenaires, et bien sûr les carnavaliers. Et toutes leurs organisations, les groupes différents, les mouvements culturels. Bravo, on est fiers de vous. Introduit en Guadeloupe à partir du XVIIe siècle par les colons catholiques, le carnaval local fut peu à peu célébré par les esclaves de l'île, qui introduisirent des clins d'œil à leurs origines africaines, comme des masques et des percussions. Les groupes à peau est un terme utilisé dès la fin des années 1970 par le groupe de musique guadeloupéen Akio pour se distinguer des autres groupes utilisant des fûts en plastique ou des caisses claires. Akio avait pour sa part recours à des tambours recouverts de peaux d'animaux, notamment de cabris. À l'occasion du carnaval de Guadeloupe, 3 types de percussions sont utilisés, les tambours chants, les tambours contrebasses, ainsi qu'une grosse percussion accompagnée de tcha-tcha et de conques à lambi. Durant la période de l'esclavage, les esclaves se servaient des tambours pour communiquer entre eux. Parmi les groupes emblématiques des percussionnistes, les groupes à peau Conabeuf symbolisent la virilité et la force. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.